Sylvie Bergeron, bonjour. Merci d'avoir créé du temps pour ce dialogue au sujet de la conscience humaine, un aspect très important et encore en grand chantier. J'ai le plaisir de m'entretenir avec toi dans cet espace que j'ai nommé Unus Mundus, transdisciplinarité réelle avenir, un espace qui est destiné à la recherche, à l'enseignement et à l'action pratique effective de la transdisciplinarité qui retient notre attention de plus en plus dans le monde de l'éducation. Et toi, tu nous permets d'explorer le côté ontologique de la transdisciplinarité à travers une pratique effective qui se déroule dans la société, pour une fois, non pas dans le cadre d'un programme universitaire. Alors, le concept de la transdisciplinarité est le concept des niveaux de réalité et des niveaux de perception dont le but est de comprendre le monde dans une unité des savoirs, ce qu'on appelle unus mundus. La méthodologie de la transdisciplinarité repose sur trois principes: logique, épistémologique et ontologique. Et ensemble, aujourd'hui, nous avons l'occasion d'explorer le troisième principe ontologique. Et nous le ferons depuis une perspective qui n'est ni philosophique, ni religieuse, ni spirituelle, ni néo-spirituelle, mais bien depuis une perspective d'intelligibilité de la conscience humaine qui est différente et que tu explores et tu mets en place avec beaucoup d'adresse. Un des aspects profonds pointés par la pensée transdisciplinaire est le fait que l'objet transdisciplinaire ne peut plus être considéré en dissociation et à distance du sujet qu'il étudie et le manie, donc le sujet transdisciplinaire. Tu sais que depuis la modernité, toute notre attention est portée sur l'objet que nous étudions, que nous devons garder à une bonne distance pour l'analyser. Mais aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ce lien entre la conscience de celui qui manie la pensée transdisciplinaire, en l'occurrence, et l'information à laquelle on arrive grâce à cette pensée. Et de ce point de vue, la transdisciplinarité a été immédiatement vue comme obscure, nébuleuse. Pourquoi? Parce que dès que l'on touche au développement de la conscience humaine, on boite. Et on boite encore beaucoup, beaucoup trop. Cela commence avec la définition même de la conscience humaine. Pour les neuroscientifiques, la conscience humaine est un sous-produit du cerveau. C'est beaucoup contesté aujourd'hui. Pour d'autres communautés scientifiques émergentes, la conscience humaine est un phénomène physique qui peut se mesurer. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'expériences en ce sens. Pour certains mystiques, dans des religions, la conscience humaine est l'âme. Pour les autochtones, je pense à nos Premières Nations, mais aussi des indigènes au Pérou, en Australie. La conscience est un ensemble des plans très, très hiérarchisés, très bien structurés, qui englobe la dimension physique de l'être et qui la dépasse dans l'invisible, dans ce qu'ils appellent le royaume des esprits. Pour d'autres auteurs qui étudient aujourd'hui l'être humain comme complexité physique et non physique, la conscience est l'esprit qui se sait. En ce qui nous concerne aujourd'hui, nous n'allons pas nous donner le mandat de redéfinir la conscience humaine. Nous allons plutôt explorer cette conscience humaine en lien avec le développement technologique, avec l'intelligence artificielle. Voilà le but de notre rencontre. Mais avant de continuer, j'aimerais bien t'inviter à nous parler un petit peu de toi, Sylvie. Merci, Mirella. D'abord, justement, je te remercie infiniment de me donner cet espace qui va me permettre d'initier ton public à la psychologie évolutionnaire, dans laquelle j'ai été propulsée, si je peux dire, dès mon plus jeune âge. En fait, si je commence du début, moi, j'étudiais en psychologie et j'étais extrêmement déçue par mes études en psychologie, justement parce que ça ne répondait pas à ma question existentielle. Je n'ai jamais eu de réponse à cette question à travers la psychologie traditionnelle. Et donc, j'ai bifurqué en littérature. J'ai commencé probablement à devenir transdisciplinaire à ce moment-là, sans savoir. Et puis ensuite, j'ai étudié la vie et l'œuvre d'Albert Einstein, tout ça, parce que toutes les questions ontologiques m'intéressaient profondément. Et à ce moment-là aussi, j'ai été, disons, propulsée spontanément dans une expérience intérieure qui m'a amenée à voir
la richesse et la multidimensionnalité des niveaux de conscience. C'est comme si j'ai su à ce moment-là qui j'étais, d'où je venais, dans un espace immédiat et qui n'est mesurable que par moi. Et je dis ça parce que c'est très important quand on s'adresse à des universitaires, parce que l'universitaire va chercher à mesurer les choses. Oui. Et la seule mesure qu'un être peut avoir quand il se mesure dans son être, c'est lui, c'est sa propre méthodologie. Et c'est sur quoi repose, disons, le programme que j'ai créé, en fin de compte. Comment peux-tu établir la mesure de toi-même au niveau le plus élevé de ta conscience? Mm-hmm. Donc, aussi une petite parenthèse comme ça, j'ai fait partie d'une recherche du docteur Mario Beauregard qui est neurosciences, qui faisait une recherche à l'Université de Montréal sur les états d'extase chez les sœurs carmélites. Puis je lui ai dit, je vais faire ton expérience, puis je vais te montrer que dans l'espace où je suis, tu ne peux pas mesurer. Ouais. Ce n'est pas mesurable. Donc ça pose la question de la direction de la conscience. Puis c'est ça qui est quand tu disais tout à l'heure, l'aspect nébuleux dès qu'on entre dans quelque chose d'un peu bizarre chez les chercheurs traditionnels universitaires, on appelle ça soit des lubies, soit de la nébuleuse, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à le mesurer. J'ai constaté aussi, moi, à travers mes recherches, c'est vraiment intéressant, puis c'est surtout quand j'ai conçu le programme que je m'en suis rendu compte, parce que dans le programme, j'ai inclus énormément de concepts préexistants pour aider les gens à se situer. Écoute, ça va dans toutes les directions, justement pour couvrir un peu toutes les zones de la conscience, autant psychologique, autant psychique que mentale. Quand on aborde l'aspect psychique, c'est là qu'on rentre dans l'aspect nébuleux, le plus nébuleux, où dans une conscience endormie, c'est absolument impossible de savoir quels sont les phénomènes. C'est de la phénoménologie là, qui se passe. On entre dans l'aspect phénoménologique de la conscience. Puis quelqu'un qui n'est pas assez éveillé ne peut pas s'apercevoir de ces phénomènes. Et quelqu'un qui a un petit éveil et qui ne maîtrise pas sa psyché va se faire avoir par des phénomènes, d'où les croyances dans des rituels, dans toutes sortes de choses. Et quand on entre dans la dimension mentale, c'est là qu'on commence à s'intéresser à l'aspect chercheur. Je suis le chercheur de ma propre ontologie. Je suis le chercheur de mon être. Et quand on pénètre dans cette dimension, parce que là, on n'est plus dans la psychologie, là. On est dans la pénétration de tes dimensions intérieures. Mm-hmm. Et donc, c'est des strates que tu passes, il y a des voiles qui t'empêchent d'y accéder parce qu'il y a des interdits tels des vieilles programmations qui nous empêchent d'y aller. On est tellement conditionnés, on a tellement peur, on a tellement de doutes concernant tout ce qui est invisible qu'on ne veut pas y aller. Mm-hmm. Et aussi la peur de la folie, parce qu'il y a des zones à l'intérieur de ces traversées où on frôle, on touche à ces éléments-là. Et oui. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'être encadré pour y arriver. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai conçu ce programme-là. Et donc, voilà, ça, c'est un peu ma démarche qui fait que, bon, de fil en aiguille, j'ai continué parce que c'était plus fort que moi. Il fallait que je trouve des réponses pour pouvoir, je ne sais pas, me transmettre parce que j'avais envie d'aider les gens à se comprendre. J'ai travaillé avec des athlètes élites, avec des entrepreneurs, des artistes, toutes sortes de personnes qui s'intéressaient à leur être. Voilà en gros mon parcours et qui fait que tout ça m'a amené, dans le fond, l'expérience personnelle et l'expérience clinique m'ont amené à créer le programme de formation de psychologie évolutionnaire qui s'appelle Le Créateur, soit le créateur de ta vie. Donc, voilà, et voilà où j'en suis aujourd'hui et nous sommes en train d'en parler. Merci beaucoup. Alors, pour revenir au développement de la conscience humaine qui devrait se faire au même rythme que le développement technologique et de la société, j'aimerais t'inviter à nous partager ton avis sur le transhumanisme, un courant qui semble vouloir nous dominer à présent. Après le post-structuralisme, le post-humanisme, le transhumanisme, où l'on retrouve ce préfixe trans qui m'intéresse beaucoup. Alors, Sylvie, tu es autrice d'un livre intitulé Humain ou intelligence artificielle, qui aura la première place. Un livre qui est paru aux éditions La Goya de Montréal en 2020, donc l'année passée. Je mentionne que c'est ton tout dernier livre, mais que tu es autrice de 13 autres livres, des essais comme celui-ci, mais aussi des romans. Alors,
J'ai lu avec grand plaisir et intérêt ce livre qui m'a attiré l'attention et je montre à l'écran un petit peu l'économie du texte parce que c'est un livre que j'ai trouvé très aéré. Donc, le choix que tu as fait pour présenter des concepts très profonds qui se lisent facilement. Alors, le titre annonce une opposition humain ou intelligence artificielle et une compétition inévitable. Qui aura la première place? Tu soulignes dans ce livre que presque tout le monde est familier aujourd'hui avec l'expression intelligence artificielle, mais que le même tout le monde perd de plus en plus le réel de l'humain. Et tu clôt d'ailleurs ton livre en faisant un très bel éloge, je cite, un éloge à l'effort d'être humain aujourd'hui. Alors, tu présentes dans ce livre, Sylvie, en t'appuyant sur beaucoup de sources. Tu fais appel à l'anthropologie, à la psychologie, à la sociologie, aux neurosciences, justement. Et tu présentes 3 modèles d'humains, avec chaque modèle avec ses valeurs, ses illusions et sa place dans le monde. Alors, le premier modèle que tu présentes ici, c'est l'humain naturel. C'est un humain connecté à la nature, fondé sur l'amour sacré, sur le lien inextricable que nous avons avec la nature, avec son rythme, avec ses cycles. C'est l'humain qui a développé son néocortex, comme tu dis, à la page 97. C'est l'humain rationnel. Mais c'est aussi un humain qui a su développer tout au long de son évolution il a su se développer aussi depuis l'intérieur. Sauf que il l'a fait à travers une relation avec l'au-delà, avec le monde invisible, extérieur et intérieur à lui, qui serait entièrement dissocié, coupé et opposé au monde visible et matériel qui nous entoure. C'est pour cela que nous avons besoin dans ce modèle-là, nous avons parfois besoin de chamans, de mystiques, de visionnaires, de prophètes pour accéder à ce monde invisible qui n'est pas accessible à tout le monde. Le deuxième modèle, c'est le modèle du transhumain, qui est connecté à la technologie, dont tu saisis les valeurs en lien profond avec la réussite sociale actuelle, selon les critères acceptés de cette réussite aujourd'hui, et sur ce que tu appelles le statut cool, qui définit ce modèle d'humain en créateur et hyper consommateur de ses propres innovations. Et le troisième modèle, c'est le modèle suprahumain, qui a attiré mon attention. C'est un modèle d'humain qui se reconnecte à son espace intérieur, mais différemment de la manière dont le faisait l'humain naturel. Tu définis cette reconnexion intérieure, de laquelle on parle beaucoup dans le volet ontologique de la transdisciplinarité, comme un renouement avec notre intelligence profonde, une intelligence profonde qui a été éteinte, voilée, comme tu l'as dit, dans notre chemin évolutif ou plutôt involutif, dans le passage de l'humain naturel au transhumain. Et tu dis que dans cet espace intérieur, nous abritons une intelligence tellement puissante qu'elle dépasse de loin l'intelligence artificielle qui nous aveugle pour le présent. Et cette intelligence profonde humaine ne pourra jamais être égalée par la machine. Pourquoi? Parce que c'est d'une complexité encore inaccessible à nos sens. C'est donc cette intelligence qui définirait, selon toi, le suprahumain. Cet être pressenti par Nietzsche dans son concept de surhumain sur le terrain de la philosophie, par beaucoup d'artistes, de poètes, de sculpteurs, de peintres, de musiciens, de compositeurs. Je pense à Victor Hugo, entre autres, qui parlait d'un humain supérieur auquel on n'enlèverait plus ni la volonté ni l'intelligence pour nous rappeler que ces auteurs. Et ce modèle de suprahumain, pour toi, tu le dis à la page 129, c'est un humain science. Tu l'appelles un humain science. Et tu fais référence à une science bien complexe et particulière qui nous permettra de sortir d'une conscience expérimentale où nous évoluons à présent et de toucher, d'accueillir en nous une conscience supérieure. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette intelligence profonde qui définit pour toi le suprahumain? Oui, l'intelligence profonde, c'est sûr que c'est d'abord une reconnaissance de soi. Beaucoup de gens ont cette reconnaissance d'eux-mêmes. Et quand on a cette reconnaissance de soi, c'est ce qui donne de la valeur à l'être.
Mhm. On fait attention à soi quand on se reconnaît à l'intérieur, quand on se reconnaît une valeur. Mhm. Ça, c'est l'être humain naturel qu'on a toujours connu et qui s'est donné une valeur relative. L'intelligence dont je parle, qui est la... Parce que, bon, je vais reprendre dans mon cheminement parce que ça va éclairer beaucoup de choses si je le reprends comme ça. Justement, l'année dernière, avant d'écrire ce livre, j'ai ajouté dans le programme de formation de psychologie évolutionnaire, j'ai ajouté une précision. Alors, au départ, il y avait l'acheminement des 3 états d'intelligence, l'étude de ça, qui est basé sur 3 degrés de sensibilité. Et j'ai ajouté à tout ça 6 états d'intelligence qui nous permet de comprendre comment on gradue à travers les niveaux de conscience. Et pourquoi j'en suis arrivée à développer ça? C'est justement quand, c'est très pragmatique ce que je vais vous expliquer, c'est qu'au moment j'ai créé la formation, je l'ai mis en ligne et là, je ne savais pas comment faire pour faire connaître la formation en ligne. Alors, je me suis intéressée à comment ça fonctionne. Et ça, c'était en 2014-2015. Et à ce moment-là, les algorithmes apparaissaient dans notre univers concret, pragmatique, physique, de citoyens et d'entrepreneurs. Donc là, je me suis mise à étudier ce que c'était ces algorithmes, quel impact que ça pouvait avoir sur l'être humain à travers mes recherches très pragmatiques. Et c'est comme ça que j'ai pu concevoir la différence fondamentale entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Et donc, à travers le programme, il y a donc la graduation de 6 états d'intelligence. Nous en avons déjà développé 4 jusqu'au siècle des Lumières. Oui. Donc, jusqu'à le plus élevé, c'était l'intuition. Depuis 200 ans, nous sommes dans une société de droit qui atténue ou qui rejette l'aspect intuitif de l'être pour se concentrer de plus en plus sur l'aspect mathématique, logique de l'être. Et ça, les sciences nous ont apporté ça. C'est un mal et un bien. C'est un bienfait parce que ça fait beaucoup avancer de choses sur le plan très matériel, très basique, là. Et c'est un problème parce que même le droit a évacué l'aspect herméneutique du jugement, c'est-à-dire l'aspect de l'interprétation du juge qui se réfère à l'auteur de la loi. Et aujourd'hui, on est dans quelque chose d'autre. Je ne vais pas entrer dans la technique, mais c'est vraiment des normes de techniques de droit. Donc, on est devenu de plus en plus des techniciens de quoi que ce soit. Oui. On n'est plus dans la source, on n'est plus dans l'intuition, on n'est plus dans la recherche de quelque chose, d'un état nouveau. On ne peut plus se renouveler. C'est dramatique pour une humanité. Donc, on est toujours obligé de repartir de ce qui existe déjà et on pense qu'on est supérieur parce qu'on invente des technologies toujours plus distrayantes les unes que les autres, d'où l'aspect cool du transhumanisme. Alors, j'arrive à ça. Le transhumanisme, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est ça, dans mon étude, quand j'ai étudié les états d'intelligence, en fait, c'est que je me suis rendu compte que ça allait être inévitable, que la société allait se séparer en deux, c'est-à-dire le transhumain et les autres. Dans le sens que le transhumanisme, c'est la conclusion, disons, de tout le système, la logique capitaliste. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est la recherche d'une croissance infinie de richesse qui est basée sur l'innovation. Et l'innovation doit être de plus en plus doit de plus en plus nous offrir une mobilité avec des objets de plus en plus petits pour être de plus en plus pratiques. Ce qui fait que depuis la Renaissance, le capitalisme s'est décliné comme ça et depuis les années 50, la science de l'information et la cybernétique sont nées, j'en parle dans mon livre. Et c'est de là que aussi est né le courant de la recherche de la prévisibilité à travers l'informatique. Et ça a campé encore plus le fait de rationaliser nos vies, de les rendre à un point logique, puis qu'on soit de plus en plus efficace et productif parce que c'est le capitalisme qui exige ça. Donc, on est dans une logique capitaliste de développement humain qui ne peut pas valoriser l'être à ce stade. Alors, ce qu'on va faire progressivement, c'est qu'on va donner de plus en plus de valeur à des machines parce qu'on va les trouver plus puissantes et on va s'accorder de moins en moins de valeur. On va disparaître et on va accepter de disparaître parce que c'est facile, parce qu'on est déjà dans une conscience anémique. On dort.
Et ça fait notre affaire que quelqu'un d'autre travaille à notre place, un robot. C'est vraiment génial. Si le robot fait le ménage à notre place, etc. Donc, le transhumanisme, en fait, c'est là, on s'en va vers les connexions 5G. Tout ça, c'est fait pour accroître. La seule raison pourquoi on installe des antennes 5G, c'est pour accroître dans l'économie l'Eldorado de ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire que dans votre maison, tous les objets devront se parler entre eux. Donc, voyez-vous le nombre de fabricants qui vont pouvoir travailler là-dessus, ça va créer de l'emploi comme c'est fou. Mais on va habiter dans un ordinateur qui va dégager des ondes électromagnétiques qui vont à l'encontre même des ondes électromagnétiques naturelles de l'être humain. Alors ça, c'est un autre sujet, mais c'est pour dire à quel point on est rendu. Donc, tout cet Internet des objets dans votre maison, vous allez éventuellement le mettre dans votre corps. C'est ça qu'on appelle un transhumain. C'est quelqu'un qui va être complètement transformé dans son humanité à un point où il va devenir un robot, ni plus ni moins. Donc, c'est l'aspect mécanique de la psychologie de l'être qui nous rend là. Puis je dis mécanique parce que quand Norbert Wiener, le père de la cybernétique, a commencé, il a créé la conférence Messi, il a fait ça avec beaucoup de psychologues, de sociologues, il a commencé avec eux pour voir comment on pouvait inclure dans les universités l'aspect de la prévisibilité, la science, je vais l'appeler la science de la prévisibilité. Puis c'est de là qu'on s'est mis à étudier les comportements psychologiques. C'est quoi un comportement psychologique? C'est tout ce qui est visible. C'est l'action et la réaction d'un comportement. Donc, c'est quelque chose qui est facile à percevoir, qui est facile à identifier, qui est facile à mesurer. Et c'est ainsi qu'on s'est acheminé vers la manipulation de masse. Là. Donc, appelons ça comme ça, vulgairement. Mais c'est comme ça que, dans le fond, c'était sur la base d'émotions tout à fait nobles que Wiener pensait à ça, parce que lui a vécu l'Holocauste. Il s'est dit, j'ai vécu un chaos épouvantable, on ne doit plus reproduire ce chaos. Nous devons prévoir, nous devons faire en sorte que l'être humain soit plus prévisible. C'est de là que ça vient. Donc, la société qu'on appelle aujourd'hui d'hypersurveillance ou de cybersurveillance est née de cet homme, de sa vision, de la crainte du chaos, mais en même temps qu'on fait ça, on est en train de détruire l'être humain dans son ontologie. Donc, les 6 états d'intelligence, ça m'est venu de ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous dire qu'on peut vraiment déterminer quels sont les états d'intelligence d'un robot et quel est le spectre total d'un être humain. L'être humain a la totalité. Mais un robot ne pourra jamais, parce qu'on parle de l'intuition chez les robots aujourd'hui, hein, on va très, très loin. Des émotions et tout ça. Oui. Oui, mais un robot n'a pas d'intuition et n'a pas d'émotion. Il peut faire semblant qu'il a des sentiments et vous faire croire qu'il a des sentiments, ça vous donne l'impression qu'il a des émotions. Et l'intuition, c'est la même chose, c'est faux. Une intuition, ça dépend de la définition que vous donnez à l'intuition, mais si l'intuition, c'est carrément quelque chose qu'on a... Ben, ça rejoint un petit peu l'intrication quantique, là, où on perçoit les choses à distance, c'est un peu de la télépathie. Un robot n'aura jamais la capacité d'être en télépathie parce qu'il n'a pas il n'est pas vivant. Il n'est pas vivant. C'est de la mécanique, c'est de la ferraille. Tu sais? Mais on va penser qu'il a une intuition parce qu'il a une déduction millions de fois plus puissante qu'un être humain. Ouais. On a délaissé, quand je vous ai dit tantôt, on a délaissé depuis 200 ans notre intuition. Notre intuition dans un être humain, c'est ça qui nous permet de faire des liens entre des événements qui nous paraissent flous. Puis qu'on se dit, ah, ça se tient ensemble, je ne sais pas pourquoi, mais ça se tient. Puis après ça, on fait des vérifications. Mais c'est comme ça qu'une hypothèse arrive, puis qu'on en fait une mesure éventuelle. Alors, on a, ni plus ni moins, cessé d'utiliser notre intuition parce qu'on a établi de plus en plus des champs mesurables. Et là, on est dans le champ de la prévisibilité. C'est beaucoup trop d'efforts de revenir à notre intuition. C'est beaucoup plus facile de se fier à la prévisibilité d'une machine puis de dire, ben voilà. Alors là, on est dans un champ de mine où les erreurs et les biais cognitifs de la machine qui copie les êtres humains là, sont multiples. Vous le savez peut-être, là, tous les gens qui étudient là-dedans sont déjà au courant. Mais voilà. Alors, la place de... Donc, les 3 modèles en question sont nés de ma réflexion sur les 6 états d'intelligence parce que je me suis aperçue à partir de là que l'être humain naturel s'est fait voler sa place, va se faire voler sa place par le transhumain parce que économiquement,
le transhumanisme est beaucoup plus rentable que l'être humain naturel. C'est purement économique. Là. Donc, l'être humain naturel, en plus, qui a la capacité, lui, peut-être de retrouver son intuition, puis de se brancher à la Terre pour aller mieux, tout ça, dans une planète qui est en train de sauter, où est son point de référence? Où est son point où est son accalmie? Où est sa paisibilité, sa capacité de se relaxer si la planète est en train de lui montrer des signes dévastateurs? Donc, c'est là qu'arrive le suprahumain, c'est-à-dire l'être qui a la capacité de diriger sa propre conscience, de traverser les voiles pour devenir sa propre autorité face à sa vérité, basée sur plus qu'une intuition, le fait de savoir, de te reconnaître quelque part dans une dimension de toi, ça, c'est la base d'une nouvelle science. C'est la base d'une nouvelle science. On émerge, on arrive. Là. Donc, pour l'instant, ce n'est pas mesurable. J'allais dire tantôt, justement, quand j'ai fait la participation avec le docteur Beauregard, et puis que j'allais faire le parallèle avec mes études sur la vie et l'œuvre d'Albert Einstein, puis quand j'ai écrit le programme où j'ai inclus plein de trucs, je me disais, c'est impressionnant de voir comment les chercheurs parlent de la conscience à travers la science, mais ils ne s'en rendent même pas compte. C'est pour ça que j'ai inclus beaucoup de notions de physique, physique quantique aussi, là, dans le programme pour faire comprendre des notions pour graduer dans notre conscience. Alors, c'est tout ça. Donc, c'est comme si la conscience de l'être humain, à travers la science, c'est comme si on voit la capacité de l'être sur un plan collectif de s'apercevoir de sa propre conscience sans jamais pouvoir le nommer directement. Pourquoi? Parce qu'on parle de physique, on parle de visible dans la science. On veut mesurer des points visibles. Alors, la technologie, il n'y a rien de plus magique que ça. Tout est visible, tout est calculé à la lettre. Tandis que quand on rentre dans sa conscience, il y a un moment donné où c'est impossible pour l'instant de mesurer les choses. Et si on laisse les robots mener le jeu dans l'avenir, on ne continuera pas notre évolution. On va simplement laisser mourir sans jamais y avoir accédé finalement, parce que ces niveaux de conscience-là n'ont jamais été activés jusqu'à ce jour dans la psyché de la majorité des gens. Donc, sur le plan collectif, on est très loin de tout ça. Et là, je m'adresse à des universitaires qui ont des assises très solides, mais peut-être à revoir ou à s'ouvrir sur des nouveaux paramètres qui vont vraiment nous distinguer, qu'on ne soit pas seulement mu par la logique économique dans nos universités, par le transhumanisme, par des entreprises qui ne pensent qu'à leur profit, soyons mus par des aspirations beaucoup plus profondes. Nos universités sont les orientations du grand savoir de notre humanité. Donc, si on met tous nos œufs dans la science de la cybernétique, comme a réussi à le faire Wiener depuis la conférence Messi, c'est devenu partout dans les champs de compétences de toutes les facultés. Maintenant, cette science de la prévisibilité existe. Pourquoi ne pas commencer à en sortir pour s'extirper avant qu'il soit trop tard et commencer à s'étudier l'ontologie profonde de l'être, les origines profondes de l'être en tant qu'individu? C'est impossible de parler des origines profondes de l'être si on ne parle pas de l'individu d'abord, parce que ce n'est pas un schéma collectif. Pourquoi? Parce que l'être, justement, on s'est construit par un collectif, mais l'individualité n'existe pas dans un collectif. Puis on parle des droits individuels, c'est une grave erreur de perspective. Un individu, c'est quelqu'un d'affranchi qui a sa conscience propre, qui dirige sa conscience, et non seulement qui dirige sa conscience, mais qui a la capacité de diriger toutes ses énergies potentielles dans des projets qui lui sied. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je te donne raison et je trouve écho dans ce que tu as dit, dans cette réalité universitaire de laquelle personne ne peut plus faire économie. Toutes les disciplines qui étaient plutôt orientées vers l'humain sont en grande souffrance depuis plusieurs années. Certaines disciplines sont même en agonie.
Donc, parce que justement, elle ne trouve pas ce lien avec le transhumain et avec, donc, qui travaille encore beaucoup plus sur l'intériorité et sur l'espace intérieur humain. J'avais fait une autre série de vidéos où j'avais justement discuté avec des gens et j'avais exploré les disciplines les plus touchées et qui vont mourir probablement très rapidement parce que nous n'avons plus besoin d'apprendre, d'explorer cet espace intérieur. En même temps, je me dis que oui, tu as tout à fait raison de dire tout ce que tu dis sur le transhumain, mais il y a quand même un aspect, parce qu'un aspect négatif ne vient jamais juste négatif, il y a aussi le revers. Donc, il y a aussi une partie positive au développement de la technologie et de l'intelligence artificielle. Pensons à la médecine, pensons à des choses qui nous sont maintenant possibles et qui avant n'étaient pas nécessairement possibles. Évidemment, comme tu dis, il faut veiller à ce que la dérive ne soit pas trop grande. Apparemment, nous nous trouvons aujourd'hui au carrefour, donc nous sommes Mirella, prêts à prendre ce chemin de la dérive, oui. tu m'ouvres la porte à quelque chose de vraiment très important que j'ai envie de dire, parce que moi, je suis dans le domaine de la psychologie. Et je sais qu'il y a, il y a toutes sortes de gens qui s'intéressent à l'éthique dans le transhumanisme. Oui. Mais c'est toujours sur la base de l'aspect psychologique de base, c'est-à-dire les comportements. Donc, comment on va se comporter face à un robot? Comment on va déterminer si un robot a des droits à la cour, devant un tribunal? Comment ceci, comment cela? Bon, c'est parfait, c'est des bonnes questions. Mais je ne vois personne étudier la question de l'être, comment je pourrais dire ça, de la primauté de l'être sur la planète. C'est pour ça que j'ai écrit qui aura la première place. Ouais. Parce que la tentation présentement que les gens ont, c'est que premièrement, ils sont subventionnés par des grosses entreprises à qui ils doivent de l'argent. Et ça, c'est un premier problème éthique. Il y a un conflit d'intérêts grave dans cette situation qui fait que le haut savoir ne parvient pas à se dissocier des intérêts et des profits des entreprises. Oui. C'est dangereux parce que ça nous empêche de faire les recherches requises ou enfin de les publier ou, tu sais, bon, vous connaissez le jeu. Puis ça, il faudrait déjà en sortir. Puis comment on en sort de ça? Bien, justement, quand on prend position, quand on prend une décision. Puis prendre une décision en tant qu'être humain, là, c'est dans son fort intérieur, dans son, comme on appelle, dans son âme et conscience. Mais il faut être capable de se diriger en conscience pour faire ce travail-là, de prendre les bonnes décisions et de les affirmer. Et ça, c'est un problème de base partout, là, dans toutes les sphères de l'humanité présentement, parce qu'on est à la merci de l'économie et de l'économie numérique en particulier. Donc, j'allais dire que les gens qui se penchent sur la philosophie du transhumanisme devraient rajouter dans leurs études l'aspect ontologique, parce que c'est fondamental que le transhumanisme repose sur l'ontologie pour pas qu'on perde notre place. Oui, justement. Et s'il fallait transposer maintenant tout cela à l'aide de la transdisciplinarité, je dirais qu'en transdisciplinarité, on joue avec les niveaux de réalité pour comprendre à notre tour que la solution ne se trouve jamais sur le même niveau où apparaissent les problèmes, aussi complexes qu'elles soient. Alors, s'il fallait voir ta proposition de triple catégorisation de l'être humain à l'aide de la transdisciplinarité, je dirais que ton premier niveau, sur le premier niveau, ça serait les niveaux de réalité, ce n'est pas dans un sens systémique, le niveau inférieur, le niveau supérieur. Ça peut être à droite et à gauche, on est dans une logique quantique. Donc, le même niveau, c'est le niveau humain naturel et à l'opposé, mais sur le même niveau de réalité, se trouve le transhumain. Alors que le suprahumain, moi, je le vois à un niveau immédiatement supérieur de réalité, qui est celui de l'état transdisciplinaire, qui réunit dans une relation d'isomorphisme, sans détruire les opposés, dans quelque chose de plus grand, de plus complexe, ces deux modèles d'humains dans le suprahumain. Parce qu'il y a de bonnes choses dans l'humain naturel, tout comme il y a des choses positives dans le transhumain. Donc, il ne faut pas jeter avec le bébé avec l'eau du bain, ni l'humain naturel, ni le transhumain, mais plutôt d'avoir l'intelligence de préserver et de synthétiser cela à un niveau supérieur. Je présuppose que ce suprahumain, à ce niveau de conscience très supérieur, il va être aussi
très habile technologiquement, évidemment. Avec les 3 modèles, c'est qu'il y en a un qui va primer, c'est le transhumain parce qu'économiquement, il est plus rentable que les autres. Oui. Et comme les entreprises ont énormément de moyens, ben, ils vont commencer à caser les êtres humains naturels qui ne sont pas capables de suivre. On ne sait pas comment ils vont. Tu sais, Jeremy Rifkin, là, je parle de Jeremy Rifkin dans ce livre-là pour dire que lui, écoute, il a vraiment fait des réflexions très profondes sur le sujet. Mm-hmm. Et puis, il parle de conscience sociale, de conscience collective, tout ça. Puis, c'est un peu de lui que je me suis inspirée aussi pour, tu sais, quand on regarde le futur de l'être humain, lui, c'est sûr qu'il voit qu'il y aura une dégradation du salaire. Si tu n'es pas dans le domaine de l'économie numérique, tu vas avoir une dégradation de salaire et tu vas faire partie des pauvres. Alors, vraiment, le clivage entre les riches et les pauvres se poursuit, Oui. ce qui fait que ça va donner une tendance nécessairement l'être humain étant ce qu'il est, même s'il est transhumain, là, il n'est pas plus intelligent puis moins intelligent qu'avant, dans le sens, comment je pourrais dire, interne du terme, mais il va devenir le leader de la société et l'arrogance du transhumain peut vraiment nuire au reste du monde. C'est là qu'il y aura vraiment un problème parce qu'il n'y aura peut-être même pas de débat pour déterminer ce qu'il en est de comment on vit le problème, là, je trouve, le transhumanisme dans ce sens-là, où ça va être très difficile de prendre notre place si on ne veut pas adhérer à ce modèle. Mais je dis, effectivement, les 3 modèles devront cohabiter. Juste un petit mot là-dessus parce que je termine le livre en parlant du chaos. Oui. Et puis, je fais la boucle parce que je vous ai parlé du chaos de Norbert Wiener, son chaos à lui avec l'Holocauste. Mais le chaos commence à l'intérieur de chaque individu. Puis le chaos, c'est l'incapacité d'avoir assez de conscience de soi pour faire de l'ordre. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit à la fin. Et pour faire ce travail, il faut développer 6 états d'intelligence. Mm-hmm. On s'est beaucoup demandé, on continue de se demander qu'est-ce que c'est la pensée. Qu'est-ce que c'est la pensée, sinon un des mécanismes, une expression de la conscience à un certain niveau de l'être. Mais peut-être qu'à d'autres niveaux de développement de l'être, la conscience n'a plus besoin de penser comme elle le fait à ce niveau-là que nous percevons maintenant. Et donc, où nous avons besoin de science, nous avons besoin de mesures, nous avons besoin de signes, nous avons besoin... Donc, peut-être qu'à un autre niveau, la conscience pourra et aura d'autres mécanismes que la pensée telle que nous la comprenons maintenant. Une personne qui réfléchit la pensée, et surtout la pensée des autres, parce que de nos jours, on ne peut pas écrire un livre sans avoir de longues listes bibliographiques. Une personne qui réfléchit la pensée ou la pensée des autres ne peut pas accéder à des réalités qui se trouvent au-delà de ce niveau. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée à penser à ce niveau-là. Et là, c'est aussi peut-être une voie de réflexion, d'avancement vers ce que tu dis, vers ces états intérieurs d'intelligence qui peuvent nous conduire vers un autre état de conscience. Je ne suis pas là pour vous convaincre, je suis juste là pour semer des graines, comme on dit, puis vous dire qu'on devrait peut-être s'ouvrir à nos paramètres intérieurs les plus profonds parce qu'on est riche et là, on est en train de s'appauvrir en esprit. Et si je peux me permettre, l'appauvrissement de l'esprit dans les institutions du haut savoir, l'appauvrissement de l'esprit, c'est la pauvreté de l'être. Parce que l'esprit, c'est quelque chose qui nous donne de l'expansion. L'esprit, c'est l'oxygène de l'être. C'est vraiment ça. Et là, ben, on étouffe. Alors, c'est pas pour rien que le monde, qu'on a des problèmes de santé mentale, parce qu'on est dans un champ de rétrécissement de l'être humain. On se prive de notre valeur, de nos valeurs les plus profondes, parce qu'on est invité fortement à traverser vers des niveaux de conscience qu'on n'a encore jamais explorés et que nous devons activer pour comprendre au-delà de la réflexion ce qu'est le savoir. Oui, oui. Merci beaucoup. Sylvie, tu es donc initiatrice du programme Le Créateur qui se propose de faire évoluer l'humain dans ses dimensions à travers la psychologie évolutionnaire, comme tu dis, et comme tu définis à la page 12 de ce livre aussi, la psychologie évolutionnaire, tu dis qu'elle est l'étude de tous les états d'intelligence globale. J'aimerais préciser le fait, encore une fois, que c'est un programme hors universitaire qui renforce l'idée que la transmission, la propagation du savoir, du savoir-faire, du savoir-être, surtout du savoir-devenir, ne se fait pas uniquement au collège et à l'université,
Je parle de l'enseignement à l'âge adulte, mais qu'il y a de plus en plus dans la société des lieux de formation où sont mis en place avec beaucoup de créativité, d'intelligence, d'autres types de formations. Peux-tu nous parler un petit peu de ton programme, le créateur, dont le lien va se trouver dans le descriptif de cette vidéo? Avec plaisir. C'est sûr que j'en ai parlé un petit peu tout le long. Donc, c'est un programme qui est très structuré, qui vise à encadrer une démarche d'évolution vers tous les paramètres de sa conscience, donc les 3 niveaux de la conscience. Puis, c'est extrêmement important pour moi de dire que c'est une démarche encadrée parce qu'on a besoin de ce cadre-là pour se sécuriser dans une démarche de cette ampleur intérieure. Donc, ça se situe sur 3 niveaux de conscience. Le premier, c'est la conscience psychologique, on ne s'en sort pas. Le deuxième, c'est la conscience psychique. Et le troisième, c'est l'étude de la conscience mentale. Et à travers chaque strate, on étudie un degré de sensibilité parce que c'est notre sensibilité qui fait qu'on peut comprendre les autres niveaux plus subtils, plus profonds. Des gens qui vont dire, ben voyons donc, ça n'existe pas ces choses-là, ce sont des gens ce que j'appelle des gens sensibles, des humains naturels, qui n'ont pas beaucoup d'intuition, puis qui sont très branchés sur le monde matériel, donc qui ne se donnent pas l'accès à ces choses-là. On ne choisit pas toujours, moi je ne l'ai pas choisi, je suis une hypersensible, donc ça c'est le niveau 2, la conscience psychique hypersensible, et la conscience mentale, c'est le suprasensible, d'où le nom supra-humain. Et dans le fond, quand tu rentres dans ton hypersensibilité, ben, justement, ton système nerveux est souvent déstabilisé parce que tu es stimulé par des informations que tu ne perçois pas toujours. Et un peu comme des parfums et des odeurs, mais ça, c'est au niveau des sens. Mais là, on parle de l'extrasensorialité. Quand tu reçois des stimuli de l'extrasensorialité, tu ne sais pas d'où ça vient, donc c'est un peu perturbant. Alors, on explique toute cette démarche-là. Qu'est-ce qu'il y en est de ces phénomènes psychiques? Comment les gérer? Comment voir à ce que tu ne tombes pas dans des illusions? Parce que c'est ça qui est le plus grave, le plus dangereux. C'est pas un danger, mais c'est ce qui fait qu'on appelle toujours cette zone-là la nébuleuse. Et il faut sortir de la nébuleuse parce que tant que tu ne sors pas de la nébuleuse, tu ne peux pas avoir accès au prochain niveau de conscience, qui est le niveau de conscience mentale. Le niveau de conscience mentale, c'est à partir du moment où tu débloques ce voile, cet interdit de diriger ta conscience, parce que on est une civilisation qui n'a jamais dirigé sa propre conscience. Ça a été fait par les religions, ça a été fait par des curés, des gourous, des patrons. Donc, imaginez-vous, diriger votre propre conscience, c'est très difficile à imaginer parce que les gens se croient libres aujourd'hui. Ils se croient libres parce qu'on a le choix entre acheter un Apple ou un Samsung, une tablette de chocolat noir ou de chocolat blanc. On a le choix, donc on se croit libre. Mais vraiment, la liberté la plus profonde, c'est la liberté de conscience, pas religieuse, la liberté d'être soi, puis de reposer ses décisions sur soi. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on étudie le dernier paramètre et les 2 derniers états d'intelligence que j'appelle l'intelligence quantique et l'intelligence libre. Et là, il y a un renversement dans ta conscience. Moi, c'est comme ça que j'ai vécu la chose spontanément. Là, je suis tombée dedans un peu. Ma conscience s'est renversée du jour au lendemain, puis j'ai vu les choses à l'envers, c'est-à-dire que je les vois à l'endroit, j'ai l'impression. Et puis, c'est le jeu du miroir. Hein? On vit dans un miroir, puis moi, ben, j'ai passé l'autre côté. Donc, c'est ce que ça explique le programme avec un agenda qui vous permet d'être votre propre coach. Donc, toutes les expériences que vous vivez, on vous coach pour vous vérifier si votre interprétation s'enligne de la bonne façon ou pas, pour vous assurer que vous ne vous faites pas leurrer. Alors, c'est un vaste programme, c'est un programme profond qui permet aux gens de démystifier leur conscience, de sortir de la souffrance existentielle particulière, parce que la vie est très difficile en ce moment là, pour ce qui concerne donner un sens à sa vie, hein, quoi. Oui. Et puis, quand on est justement, quand on se trouve dans sa profondeur, c'est comme si une partie de toi qui n'a plus besoin de donner un sens à sa vie, ça se tient tout seul. Donc, ça exprime, vous allez trouver un grand degré de cohérence à travers ce travail de déprogrammation, de démystification, puis d'expérimentation de votre propre énergie chaotique pour lui donner un ordre.
Oui. Et quelle est la différence entre ce programme et un autre programme de développement personnel que nous trouvons partout en ce moment? L'offre est vraiment très Ben, riche. ouais, j'ai envie de dire que dans le fond, on va aider les gens à briser des illusions profondes. Notre programme dépasse tout, parce que généralement, les gens font des programmes qui sont basés sur l'aspect psychologique, Oui. donc l'aspect sensoriel. Donc, on va plutôt valoriser des rituels, des connaissances comme ça, tu sais. Mais aussi sur le plan, comment je peux dire, il y a beaucoup d'autres pratiques qui se font. Mais c'est comme si, disons, on va vous faire vivre, on vous donne des clés pour que toutes les illusions qui vous empêchent d'accéder à votre moi profond Mhm. puissent sauter. C'est ça qui nous distingue dans le fond, c'est de faire sauter le système d'illusions qui bloque et qui fait que la nébuleuse n'est jamais éclairée dans sa totalité pour rendre à la personne son autonomie totale sur le plan mental et qu'il apprenne à diriger sa conscience. Puis comme je le dis, ça va loin parce qu'on parle de la capacité de maîtriser ses propres énergies intérieures. Ça veut dire toutes les perturbations qu'on ressent. Les perturbations que les gens ressentent, c'est de la souffrance. Hein. Et donc, quand on comprend d'où vient l'énergie, que le chaos, ce n'est pas négatif, c'est ce que j'appelle de la pâte à modeler qui est fait pour toi, le créateur, pour que tu puisses en faire ta vie, ben, c'est tout cet aspect créatif qu'on apporte, dans le fond, qui est au-delà de l'imagination. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. C'était un dialogue très riche et beau. Sylvie Bergeron est initiatrice du programme Le Créateur à Montréal, dont le lien se trouve dans le descriptif de cette vidéo, et autrice du livre Humain ou intelligence artificielle, qui aura la première place, paru aux éditions La Goya, Montréal 2020. Merci beaucoup, Sylvie, pour... Mirella, c'était un échange très agréable. Merci à toi de m'avoir invité. Merci.